Lorsqu'on demande aux gens du coin de nous raconter l'histoire de Sainte-Brigitte de Laval, ils entament souvent leur récit avec les Irlandais qui ont ouvert le bal de la colonisation. Les Irlandais occupent en effet une partie du début de notre histoire, mais on ne pourrait passer à côté de la première présence humaine sur notre territoire. Bien que les archéologues aient noté des traces d'occupation humaine sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent il y a 8000 ans, les premiers à réellement s'installer sur le territoire étaient des Inuits montagnais. Plus de 400 sites archéologiques démontrent qu'ils occupaient, il y a plus de 1800 ans, un territoire s'étendant de la région de Québec jusqu'au Labrador. Les Inuits, qui font partie de la famille linguistique algonquienne, sont nomades et pratiquent la chasse et la pêche. L'hiver, ils se déplacent en raquette sur une piste qui longe la rivière Montmorency, puis la rivière des Neiges jusqu'au lac du même nom. Cette piste portera plus tard le nom de Chemin de Québec ou encore de Vieille piste montagnaise. Une autre population autochtone apparaît dans la région. Les Hurons-Wendat, expulsés de leur territoire du sud de l'Ontario à la fin du XVIIe siècle par les Iroquois, ils s'installent à Lorette ou Wendake. Certaines familles, dont celle des Gros-Louis, viendront sillonner le bassin de la Montmorency pour y pratiquer la pêche et le trappage. Puis, peu à peu, la colonisation française force les Inuits à se retirer progressivement de la région de Québec vers la fin du XVIIe siècle. Ici Dorothée Berryman, et c'est avec plaisir que je vous raconte l'histoire de Sainte-Brigitte de Laval. Au début du XVIIe siècle, le territoire qui deviendra Laval fait partie de la seigneurie de Beaupré. Celle-ci appartient à la Compagnie des Cent Associés, une organisation française qui réunit une centaine d'actionnaires, dont Samuel de Champlain et le cardinal Richelieu. Au bord de la ruine, la Compagnie n'est plus en mesure de remplir ses obligations de peuplement. Elle cède alors le territoire de la seigneurie de Beaupré à Antoine Cheffault de la Renardière, un noble qui est aussi le directeur de cette même compagnie. En 1668, le fondateur du séminaire de Québec, Monseigneur François de Laval, rachète la seigneurie de Beaupré avec ses ressources personnelles. Son objectif ? Donner les moyens financiers nécessaires à la mission du séminaire. Quelques années plus tard, il fait d'ailleurs don de tous ses biens à la communauté des prêtres du séminaire. Durant le siècle qui suit, la rive nord du Saint-Laurent est défrichée et le territoire de plus en plus occupé. On commence à manquer de bois et d'espace. Le séminaire de Québec doit trouver des solutions et des sources de revenus supplémentaires. Il décide de céder des terres, plus au nord, en échange d'un paiement et d'une rente à payer. Les limites de Laval s'élargissent. En 1765, elles comprennent des parties des rangs 3, 4 et 5 de l'Ange gardien. Dans ce nouveau secteur, le séminaire commence à distribuer des lots de terre à bois. La distribution de ces lots s'effectue jusqu'en 1833 et la plupart conserveront leur vocation de terre à bois. Nous sommes au début des années 1830, dans le comté de Tipperary, en Irlande. Les guerres de Napoléon, terminées il y a plus de 15 ans, ont laissé l'économie du pays en très mauvais état. Des familles catholiques irlandaises qui en ont assez de vivre dans la misère décident de quitter leur mère patrie pour tenter leur chance en Amérique. Ces familles, qui sont composées de travailleurs agricoles ou d'artisans, portent les noms de Dawson, Keogh, Gibson, Turney, Howe, Jennings ou Cochrane. Pourquoi ces familles ont-elles choisi Québec comme destination ?
Le voyage ne coûte pas trop cher et la situation géographique du port de Québec leur permet de facilement poursuivre leur migration vers les États-Unis ou l'Ontario. En ces temps incertains, ces familles avaient besoin d'avoir plusieurs options. Grâce à l'ouverture d'un bureau d'aide à la colonisation à Québec et à la présence du prêtre missionnaire Patrick O'Dwyer, les nouveaux arrivants décident de s'installer dans notre région, notamment à Lac-Beauport, Stoneham, Valcartier et l'Ange-Gardien. Ils travaillent d'abord comme journaliers, puis s'établissent sur les terres offertes par le Séminaire de Québec le long de la rivière Montmorency. Un grand défi qu'ils n'avaient pas prévu les attend. Le sol est pauvre et les valeureux pionniers réussissent tant bien que mal à faire pousser de l'avoine, de l'orge, du sarrasin, du seigle et des pommes de terre. Pendant l'hiver, plusieurs de ces Irlandais vont travailler dans le bois, s'éloignant peu à peu de la terre et de leur famille. Certains d'entre eux ne reviennent même jamais au printemps. Un soir à m'en allant veiller, ça va-tu monter ou la rouler? Sur mon chemin, j'ai rencontré Pick-a-Dop Sam. Ça va-tu monter ou la rouler? Pick-a-Wen Charlie, ça va-tu monter? Sur mon chemin, j'ai rencontré, ça va-tu monter ou la rouler? Deux hommes à cheval, un autre à pied, Pick-a-Dop Sam. Ça va-tu monter ou la rouler? Pick-a-Wen Charlie, ça va-tu monter? En 1831, un arpenteur nommé Joseph Hamel est mandaté par le séminaire pour entreprendre l'exploration et l'arpentage d'un premier chemin d'une vingtaine de kilomètres qui s'étend de Beauport jusqu'à la paroisse de Laval. L'objectif est de faciliter la colonisation du territoire. Le croisement de cette route avec celle venant de Lac-Beauport, où se trouvent aussi de nombreux Irlandais, s'appelle Tipperary Settlement, qui deviendra plus tard Dawsontown, vu la présence importante des membres de cette famille. La description que fait Mrs. John Boylan du paysage nous permet de plonger dans le passé. Lorsque mon grand-père, Willie Jennings, est arrivé à Laval en 1840, c'était comme entrer dans une forêt vierge. Il n'y avait qu'un sentier pédestre depuis Beauport. Il a dû défricher pour construire un campement, une maison en bois rond de 22 sur 22. Le développement s'accélère et à la demande de l'évêque de Québec, l'abbé Boucher ouvre une mission du nom de Laval pour servir les familles catholiques irlandaises du fond de sa paroisse. C'est donc en 1834 que les registres sont ouverts. Le premier acte inscrit est celui du baptême de Peter Dawson, fils de Patrick Dawson et de Joanna Butler. 6 ans plus tard, la paroisse de Laval abrite 36 familles catholiques irlandaises pour un total de 115 communiants. Ces familles vivent dans de rudes conditions, comme en témoigne Madame Boylan. Je me souviens que ma tante m'a dit qu'ils devaient porter leur marché jusqu'à la ville. Il n'y avait pas de chevaux. Elle a dit qu'ils ont finalement obtenu un cheval. Les voisins se relayaient pour l'utiliser. Le jour du marché, ils chargeaient le cheval et marchaient jusqu'à la ville. Des conditions si difficiles que plusieurs familles décident de faire une requête par écrit à l'archevêché de Québec. Nous sommes confrontés à de nombreuses et sévères difficultés, faute d'avoir un moulin à grains dans notre district. Dans tous les cas, sans exception, nous sommes obligés d'amener notre grain au marché de Québec et d'acheter de la farine d'avoine pour sa production. Nous souffrons également d'un manque de cimetières consacrés, étant toujours obligés d'amener nos morts se reposer dans le cimetière de Beauport, parfois à une distance de 18 000. Malgré ces conditions difficiles, le développement du territoire se poursuit. Dans le prochain épisode, un nouvel élément fait son apparition dans le paysage de Laval. Cette série balado vous est présentée par Montelier, une eau pétillante québécoise fière de faire partie de l'histoire de Sainte-Brigitte de Laval. Montelier, une source d'ici naturellement équilibrée.
Nous remercions également Jean-François Simard, député de Montmorency à l'Assemblée nationale, la ville de Sainte-Brigitte de Laval, le Club Lion de Sainte-Brigitte de Laval, Joël Godin, député de Portneuf, Jacques Cartier. Ce balado est une production de la Société d'histoire de Sainte-Brigitte de Laval. Narration, Dorothée Berryman, Marie-André Hamel, Jacques Tremblay, Giscard Tremblay. Réalisation, Phonique.